Sur la surface de la Terre, on trouve une grande diversité des êtres vivants. Cette diversité n'est pas aléatoire, mais elle est contrôlée par différents et plusieurs facteurs écologiques, parmi lesquels on trouve le facteur édaphique que vous avez vu au niveau du deuxième chapitre et le facteur climatique qu'on va voir dans ce troisième chapitre. On va voir les objectifs de ce chapitre. Premièrement, relier les variations du peuplement, ça veut dire la partie biologique, avec les variations des facteurs climatiques. Deuxièmement, on va expliquer l'influence de ces facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants, soit des animaux ou bien des végétaux. Et troisièmement, on va voir comment l'homme a réussi à maîtriser ce facteur climatique pour améliorer le rendement agricole. Alors, on observe ces 4 écosystèmes. Chaque écosystème est constitué d'un biotope et biocénose. Ici, on observe la connexion entre la biocénose, soit des animaux ou bien des végétaux, et leur environnement, spécifiquement le climat qui influence la répartition et le type des espèces de ces êtres vivants. Alors, pour bien étudier ces facteurs climatiques et leur effet sur l'environnement, on doit tout d'abord savoir ou bien définir le climat. Le climat est la distribution statistique des conditions de l'atmosphère terrestre, tout simplement selon les différents facteurs climatiques, par exemple la température, l'humidité, la pression atmosphérique, etc., dans une région donnée, limitée, pendant une période de temps donnée, et généralement elle est étalée sur plusieurs années. L'étude du climat, ou bien la science qui étudie le climat, on l'appelle la climatologie. Alors, tout d'abord, pour étudier le climat en général, on doit savoir mesurer ces facteurs climatiques. Par exemple, en utilisant de différents outils. Premièrement, on trouve le pluviomètre. C'est un instrument météorologique permettant de mesurer la pluviométrie, ça veut dire la quantité des précipitations, soit sous leur forme liquide comme la pluie ou leur forme solide comme la neige et la grêle. Et l'unité de mesure, c'est bien sûr le millimètre. Voilà une photo démonstrative. Deuxièmement, on trouve le thermomètre, et c'est un appareil qui sert à mesurer la valeur de la température, soit en degrés Celsius ou bien en degrés Kelvin. Pour convertir du degré Celsius en degré Kelvin, on doit juste ajouter une valeur de 293,15. Troisièmement, l'anémomètre, et c'est un instrument qui permet de mesurer la vitesse et la pression du vent bien en km par heure ou en mètres par seconde. Ensuite, on va voir l'hygromètre. L'hygromètre est un instrument utilisé pour mesurer le degré d'humidité de l'air en pourcentage. Le voilà. Ensuite, on trouve le luxmètre, et c'est un appareil qui permet de mesurer l'éclairement lumineux reçu en un point donné au cours d'une période donnée, et il est mesuré en lux. Bien sûr, on doit prendre ce mesurement dans l'ombre et pas directement en rayon soleil. Le voilà. L'héliographe, qui désigne un instrument météorologique utilisé dans le but de mesurer la valeur journalière de la durée d'ensoleillement en un point de la surface de la Terre. Et il est mesuré en heures. À ne pas confondre avec le luxmètre, ce dernier est utilisé pour mesurer l'intensité lumineuse, autant que celui-là, c'est seulement pour mesurer la durée d'ensoleillement dans un point. Finalement, on trouve le baromètre, et c'est un instrument qui sert à mesurer la pression atmosphérique en pascal. Généralement, on utilise le multiple de Pascal, l'hectopascal, et il peut servir à déterminer l'altitude d'une manière approximative.
Alors, avant de discuter comment, ou bien la manière dans laquelle on peut utiliser ces valeurs qu'on vient de voir, on va savoir, ou bien on va discuter les différents facteurs, ou bien conditions qui influencent les facteurs climatiques. Et premièrement, on trouve la latitude. La latitude et la longitude sont deux coordonnées de navigation. Généralement, la latitude, c'est une coordonnée qui est spécifique à la position nord-sud. D'un point de la surface de la Terre, et on peut la voir les lignes de latitude dans le document. Par exemple, en allant de Tanger à Lyon, c'est-à-dire du nord au sud, on observe que les précipitations annuelles diminuent de 752 à 69. L'éloignement de la mer, qui désigne la distance entre la mer et la région étudiée, comme on le voit, les villes côtières ont plus de précipitations que les autres. Et c'est grâce à l'effet adoucissant de la mer qui nous donne une haute humidité. Par exemple, plus on se déplace de Safi à Bengril, c'est-à-dire plus qu'on s'éloigne de la mer, les précipitations baissent de 337 à 233. Troisièmement, on trouve l'altitude. La latitude, c'est une coordonnée de navigation, mais l'altitude, c'est seulement l'élévation d'un point par rapport au niveau de la mer. Par exemple, une montagne a une haute altitude. Par exemple, ici, on remarque que la quantité des précipitations marquées en bleu augmente avec l'altitude. Par exemple, au niveau du moyen Atlas, dans une altitude de 2000 mètres, on a plus de 1000 mm de précipitations. Alors, on conclut que les conditions qui influencent les facteurs climatiques sont premièrement la latitude, puis l'altitude et finalement l'éloignement de la mer. Alors, après avoir étudié les différents facteurs climatiques, les outils qu'on utilise et aussi les conditions qui les influencent, on va maintenant connaître et étudier comment représenter ces valeurs sous forme d'un diagramme. Première chose, on étudie des mesures spécifiques de précipitation et de température. Grand P sont les précipitations mensuelles en millimètres. PA est l'ensemble des précipitations mensuelles, ce qu'on appelle les précipitations annuelles aussi en millimètres. Grand M est la moyenne des températures maximales pour chaque mois en degrés Celsius. Et aussi petit m est la moyenne de température, cette fois-ci minimale, pour chaque mois en degrés Celsius. On trouve T, grand T, est la moyenne mensuelle des températures. On peut la calculer selon cette formule, grand M plus petit m divisé par 2. Ces valeurs vont nous aider à tracer le diagramme ambrothermique. Et c'est un diagramme qui montre les variations des deux facteurs qu'on vient de mentionner, température et précipitation. Son but est de représenter et déterminer le climat d'un lieu et aussi de définir la période de sécheresse ou bien la période d'aridité. Pour le réaliser, on trace pas seulement 2 axes, mais 3 axes. Un axe des abscisses où on représente les mois, on peut représenter chaque mois par 1 cm. Les 2 axes des ordonnées, celui à la droite qui représente les précipitations et celui à gauche qui représente les valeurs de température. Bien sûr, on n'oublie pas les unités, la température en degrés Celsius et les précipitations en millimètres. Mais on a toujours une seule consigne qu'on doit respecter et que chaque valeur de température correspond à une valeur double de pluviométrie. Alors P égale à 2 fois T. On va utiliser le tableau suivant pour réaliser le diagramme ambrothermique. Ce tableau désigne les différentes valeurs de la station de Ifrane de janvier jusqu'à décembre. On a les valeurs de température et aussi de précipitation. Généralement, on utilise seulement la valeur moyenne de température puisqu'on peut la voir seulement avec la formule qu'on vient de voir,
m plus m divisé par 2. Première étape, c'est de tracer l'axe des abscisses qui montre les 12 mois de l'année. Deuxièmement, tracer le premier axe des ordonnées qui montre les précipitations en millimètres, celui-là à droite, et puis tracer le deuxième axe des ordonnées qui montre la température en degrés Celsius à la gauche. On va dessiner les flèches au bout des axes, on ne doit pas les oublier, en indiquant leur nom, température, précipitation et l'unité, degrés Celsius et millimètres. On place les points au niveau du diagramme et on trace la courbe de température en rouge et la courbe de pluviométrie en bleu. Finalement, on écrit un titre complet, convenable pour la station. Généralement, c'est diagramme ombrothermique de la station. C'est dans ce cas-là la station de Ifrane. Et finalement, on peut utiliser le diagramme pour déterminer la période de sécheresse. Voilà le diagramme ombrothermique de la station de Ifrane. On a toujours les précipitations à la droite, les températures à la gauche et les mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre. On a toujours des points de température qu'on utilise pour tracer la courbe de température, celle-là en rouge, et des points qui désignent les valeurs des précipitations qu'on a dessinées en bleu. Finalement, on a obtenu une période qui s'appelle la période de sécheresse ou la période d'aridité, où la température est supérieure aux précipitations. Alors, la période de sécheresse est la période où la température est supérieure aux précipitations et on peut la déterminer d'après le diagramme. Généralement, on note l'intersection des deux courbes, température et précipitation, et les limites tracées par ces intersections donnent la durée et la valeur de la période de sécheresse. De la moitié de juin, passons par juillet et août, jusqu'à la moitié de septembre, et ça donne 3 mois. On observe que la période de sécheresse à Ifrane, elle est courte, elle est étalée sur 3 mois comme on vient de voir, de la moitié de juin jusqu'à la moitié de septembre, ce qui explique la présence de cèdres au niveau de cette région. Généralement, vous pouvez prendre un autre exemple et tracer le diagramme ombrothermique pour faire une genre de comparaison entre la station de Ifrane et la station, par exemple, d'Agadir, et voir que la période de sécheresse au niveau de Ifrane, elle est courte, mais au niveau d'Agadir, elle sera plus ou moins longue. Alors maintenant, on va voir un deuxième type de diagramme, c'est le diagramme bioclimatique d'Amberger. Ce diagramme-là est plus précis que le premier puisqu'on prend en considération l'écart entre la température minimale et la température maximale. Afin de déterminer le climat d'une station méditerranéenne donnée, Louis Amberger, c'est un botaniste français, la botanique c'est l'étude des végétaux, a établi un lien entre la variation de la répartition des végétaux, ce qui est biologique, et la variation de pluviométrie et de la température, ce facteur climatique, selon la formule suivante. Ici, on a pris la formule modifiée par l'original d'Amberger. Alors, le quotient ombrothermique Q2 égale à 2000 fois PA qui désigne le cumul pluviométrique annuel. On peut l'obtenir en calculant l'ensemble des précipitations mensuelles de janvier à décembre, divisé par m au carré moyenne des maxima du mois le plus chaud, moins m au carré qui désigne la moyenne des minima du mois le plus frais. Bien sûr, dans ce cas-là, ou bien dans cette formule-ci, on n'utilise pas le degré Celsius, mais le degré Kelvin. Alors, on va utiliser cet exemple pour savoir comment appliquer cette formule. On a les 12 mois de janvier à décembre
avec les valeurs de température et de précipitation. Q2 égale à 2000 fois les précipitations annuelles. On peut les avoir seulement en calculant l'ensemble des précipitations mensuelles de chaque mois, divisé par M au carré, moyenne des maximums. On peut l'avoir d'après le tableau, c'est 34, le maximum des températures du mois le plus chaud, plus 293,15 seulement pour convertir du degré Celsius en degré Kelvin. On fait la même chose pour la valeur minimale et on a la valeur de 4,8 et aussi on va convertir du degré Celsius en Kelvin. En final, le résultat final, c'est 86,15. Alors, on va voir comment on peut utiliser le quotient ombrothermique pour décider ou bien déduire la nature du climat et la nature de l'hiver dans cette station. Alors, l'intersection de quotient ombrothermique avec petit m qui désigne le moyen minimal qu'on a déjà utilisé, 4,8, et le quotient nous donne un point qui désigne le climat subhumide. Alors, on peut, à partir de l'intersection de ces deux points, déduire l'étage climatique. On a 5 étages, humide, subhumide, semi-aride, aride et saharien. Et aussi la nature d'hiver, on a 4, froid, frais, doux ou bien tempéré et chaud. Alors, l'étage climatique de cette station est subhumide avec un hiver doux. À ce point-là, on a terminé la séance d'aujourd'hui et alors on va continuer avec le cours à la séance prochaine. Merci.